10h02. Park est déjà très affairé au rayon vêtements pour enfants. 감사합니다. 안녕히 가세요. Au luminaire, une jeune employée, Yoo Ji-wan, arrive en retard. 너무 막히는 거. Elle démarre dans la vie active. Et comme beaucoup d'adolescentes, elle préférerait faire autre chose. 일하는 거 재밌는 사람 많이 없잖아요. Vendeuse, c'est un métier ennuyeux. En plus, c'est épuisant de rester debout pendant des heures. 처음 한 거잖아요. Park et Yoo travaillent toutes les deux au premier sous-sol. Au-dessus de leur tête, le 5e et dernier étage abrite 8 restaurants. Parmi eux, le Chunwon, célèbre pour sa cuisine coréenne traditionnelle. À l'intérieur, Monsieur Lee, le responsable technique, est confronté à un autre problème. Une fissure importante est apparue au pied de l'un des piliers et le sol s'est affaissé tout autour. Lee prend la décision énergique de fermer le restaurant. Une pancarte en travaux est installée et l'accès est condamné. Sachant que les rumeurs vont vite, il recommande aux employés du restaurant de tenir leur langue. Midi approche. Et le magasin est une vraie ruche quand les clients du 4e étage entendent brusquement un bruit inquiétant. Une fois encore, Lee mène l'enquête. Au premier sous-sol, Yoo commence à sentir le bâtiment vibrer. Je suis peut-être un peu naïve, mais je n'ai rien vu venir du tout. Midi et demi. Lee pense que la climatisation pourrait provoquer les vibrations. Par prudence, il préfère la couper. Complètement. Les clients sont prévenus par haut-parleur que la climatisation est en panne et qu'elle ne fonctionnera pas de la journée. Alors que la température avoisine les 27 degrés, certains manifestent leur mécontentement. Les clients étaient furieux. Ils demandaient pourquoi un magasin aussi prestigieux n'avait pas de climatisation en bon état. En coulisses, le responsable informe le propriétaire du grand magasin de l'apparition de fissures dans le restaurant. Il lui explique qu'elles n'ont fait que s'élargir depuis ce matin pour atteindre 10 cm. Ak-soo Lee, ingénieur de structure, est également présent. C'est lui qui a construit le bâtiment et il recommande de le fermer afin d'effectuer au plus vite des travaux. Le propriétaire refuse. Il est catégorique. Le magasin restera ouvert, pas question d'interrompre les ventes. Au-dessous du restaurant, au 4e étage, l'inquiétude se généralise. Les employés ont l'impression que quelque chose ne tourne pas rond du tout. Lee a beau tenter de les rassurer, la rumeur court que le bâtiment est dangereux. À 17h40, un bruit retentissant provient tout à coup du dernier étage. Cette fois, le plafond bouge. Park, Yoo et plus de 1500 personnes n'ont pas conscience que l'édifice vit ses derniers instants. Les clients et le personnel du grand magasin Sampoon ont entendu comme des détonations au dernier étage. Les rumeurs sur le mauvais état du bâtiment vont bon train. Il est 17h45 et les allées ne désemplissent pas. Au rayon vêtements pour enfants, Park souffre de la chaleur. Le mercure atteint quasiment 30 degrés. Au luminaire, Yoo, qui a elle aussi trop chaud, se rend aux toilettes. Je me suis passé de l'eau froide sur le visage et les bras. C'était la seule solution pour me rafraîchir.
Brusquement, à 17h47, un bruit encore plus violent provient du dernier étage. Mais en sous-sol, Yu et ses camarades ne s'aperçoivent de rien. Une gigantesque secousse ébranle tout le bâtiment. Les alarmes se déclenchent instantanément. Aux étages supérieurs, clients et employés pris de panique se ruent vers la sortie. En sous-sol, Yu réalise que rien ne va plus. 쿵 소리가 나요. 멀리서. 어딘가에서 아무튼 멀리서 Brusquement, j'ai entendu des gros booms au loin. 부러지는 거야. 쿵쿵쿵쿵 이렇게. 그러면서 그 쿵쿵쿵쿵 하면서 이게 흔들리는 거죠. Puis le bruit s'est rapproché de plus en plus. 처음에는 처음에 얘기했던 Et le bâtiment s'est mis à trembler. 정말 이렇게. Les 5 étages du magasin finissent par céder. Park et Yu sont emportés dans un tourbillon dévastateur. En moins de 20 secondes, le bâtiment s'écroule comme un château de cartes. Quand la poussière se dissipe, une évidence s'impose. Le grand magasin s'est entièrement effondré. Ce qui fut le symbole de la prospérité de Séoul n'est plus qu'un gigantesque tas de béton et d'acier tordu. Les débris fumants retiennent 1500 personnes prisonnières. Secouristes, policiers et pompiers s'empressent aussitôt de dégager les morts et les blessés des décombres. Les équipes de télévision retransmettent en direct ces images effroyables dans tout le pays. Jamais la Corée du Sud n'a connu tragédie de cette ampleur en temps de paix. Et il apparaît très vite que le bilan humain sera extrêmement lourd. Sur les lieux du drame, règne un désordre indescriptible. Bouleversés, les proches des victimes recherchent désespérément des survivants. Parmi eux, Seo, l'amie d'enfance de Park. Toutes deux avaient rendez-vous ce fameux soir. Je n'en revenais pas de voir tous ces blessés, tous ces gens en sang, ces cadavres qu'on évacuait. Elle sait que sa meilleure amie se trouve forcément quelque part sous le bâtiment effondré. Je me suis mise à creuser avec les mains, sans pouvoir m'arrêter. C'était plus fort que moi. Il fallait que je fasse quelque chose. 10 mètres plus bas, sous des milliers de tonnes de gravats, se trouvent les restes du premier sous-sol. C'est là, dans un espace grand comme la moitié d'une cabine téléphonique, que gît Yoo Ji-won. Malgré de graves blessures, elle est miraculeusement toujours vivante. J'avais un trou tellement gros dans le crâne que je pouvais mettre le doigt dedans. Et je sentais quelque chose s'échapper d'une blessure, sûrement les intestins. Je ne voulais pas mourir. Une titanesque opération de sauvetage a été déclenchée. Un millier de secouristes et de bénévoles tentent coûte que coûte de dégager les corps des décombres. À la nuit tombée, plus de 30 grues et pelleteuses sont en place pour accélérer les secours. Elles soulèvent minutieusement d'énormes blocs de béton. À l'aube, plus de 200 personnes ont été retrouvées vivantes. Plusieurs mètres sous terre, ignorant tout de cette agitation, Yu n'a aucune idée du danger qu'elle court. 깔끔하게 폭삭.
딱이었거든. 근데 그때 제가 생각을 했지. À vue de nez, j'avais l'impression que c'était juste un mur qui m'était tombé dessus. J'appelais au secours, mais personne ne répondait. Je pensais être la seule coincée là. 24 heures après l'effondrement, les chiffres officiels annoncent 44 morts et plus de 600 disparus. Mais des milliers de tonnes de béton et d'acier sont toujours en équilibre instable. Beaucoup n'hésitent pas à risquer leur vie pour délivrer les victimes. Le mur nord du bâtiment, qui penche dangereusement, menace de s'écrouler à tout moment. Au soir du deuxième jour, l'ampleur des risques contraint les autorités à prendre une terrible décision: abandonner les recherches. Plus de 500 proches des victimes descendent dans la rue pour exiger la poursuite des opérations. Des échauffourées éclatent entre les manifestants et la police anti-émeute. Mettre un terme aux recherches signerait l'arrêt de mort de Yu et de tous ceux qui sont piégés sous les décombres. Une colossale opération de sauvetage est au point mort, sur les lieux mêmes où se dressait le grand magasin Sampoon. Prêts à tout, les proches des victimes refusent de baisser les bras. Au matin du troisième jour, le mur nord ayant été stabilisé avec des câbles, les secours reprennent. Quelques heures plus tard, une jeune femme est dégagée, mais ce n'est pas Yu Ji-wan. La victime, épuisée et exsangue, est transportée d'urgence à l'hôpital. Elle décédera peu après. Coincé depuis plus de 72 heures, Yu voit ses chances de survie diminuer. Je pensais beaucoup à ma courte existence, à tous ceux qui me sont proches, mes amis et surtout ma mère. Chaque jour, le rituel macabre se répète. Des familles viennent identifier les cadavres exhumés des décombres. Seo, également présente, voit alors une photo qui lui fait froid dans le dos. La photo montrait un cadavre décapité, portant la même bague que Park. J'ai prié pour que ce ne soit pas elle. Mais à l'hôpital, elle s'aperçoit que la bague est différente. Le corps n'est pas celui de son amie. Quel soulagement quand j'ai réalisé que ce n'était pas elle. J'avais la conviction que Park était toujours vivante. Au 4e jour, 700 morts ont été retrouvés. Mais les sauveteurs savent que les disparus sont encore bien plus nombreux. Au fil du temps, les débris se tassent progressivement, écrasant les victimes sous leur poids. Le mur qui retient Yu prisonnière n'est plus qu'à quelques centimètres de son visage. Le hasard veut qu'elle trouve alors un couteau à portée de main. J'ai eu envie de me suicider. Je n'en pouvais plus de toute cette horreur. Mais là, j'ai réalisé que c'était trop facile d'être égoïste et de ne pas penser au chagrin que je causerais aux gens que j'aime. Tandis que les jours passent, les corps broyés sont dégagés les uns après les autres. Au bout d'une semaine, les autorités annoncent qu'il n'y a plus aucun espoir. Un individu privé d'eau ne pouvant survivre que 3 jours par 30 degrés. La nouvelle est un coup terrible pour les familles. À l'opération de sauvetage succèdent les travaux de déblaiement. De gros engins prennent le relais pour faire disparaître les tonnes de gravats. Au 5e jour, 21 000 tonnes de débris ont été dégagées. Et peu après 15h30, à J+12, une incroyable découverte a lieu.
이쪽이잖아. 그러니까 이렇게 보는 상황인 거야. 이렇게 Autour de mes pieds, tout s'est brusquement écarté. Un trou est apparu. Yu Ji-wan est retrouvée belle et bien vivante. 안 들리는데 누가 와? J'ai entendu une voix demander s'il y avait quelqu'un. 거기 누구 있어요? 이러고 대답을 했어요. Elle a survécu, coincée dans un espace à peine plus grand que son corps. Elle aura passé en tout 285 heures dans une véritable étuve, s'alimentant juste d'eau de pluie. 그러니까 행복한 거에 J'ai du mal à l'expliquer. C'était du bonheur à l'état pur. 중심을 날려버린 그런 I feel like 기분에 I'm flying. J'avais l'impression de voler, d'être totalement libre. 나왔고 이제 내 소재도 알고 내가 누군지도 다 Tout le monde knows who savait I qui am. j'étais. 어찌됐든 And even if Je I pouvais die mourir now, tranquille, everything toutes mes I've worried angoisses avaient about has disparu. been taken away. 솔직히 죽어도 이제는 더 La jeune fille est emmenée d'urgence à l'hôpital où elle est placée en soins intensifs. Elle a perdu plus de 10% de son poids, mais ses blessures s'avèrent peu inquiétantes. Au total, la catastrophe a fait 937 blessés graves et 502 morts. Les larmes cèdent le pas à la colère. Pourquoi un bâtiment moderne en béton armé s'est-il effondré au bout de 6 ans? Qu'est-ce qui a bien pu le réduire en poussière en moins de 20 secondes? Et s'il y a lieu d'en désigner un, qui est le coupable? En retraçant le fil des événements et en analysant en détail l'enquête qui a été faite, nous allons vous révéler l'origine du pire effondrement de bâtiment de toute l'histoire de la Corée du Sud. Dans l'heure qui suit la catastrophe, le parquet ordonne l'ouverture d'une enquête approfondie. Un seul homme semble alors à la hauteur d'une telle mission. Lan Chung, professeur de génie civil et de mécanique des structures à l'université d'Hankuk de Séoul. Il connaît l'industrie du bâtiment sud-coréenne mieux que personne. Mais lorsqu'il arrive sur les lieux du drame, il est pris de court par le spectacle qui s'offre à lui. Je ne peux décrire ce que j'ai ressenti en voyant tous ces corps écrasés sous les décombres. Ça a été un choc énorme. Chung sait que seul un incident exceptionnel a pu faire autant de dégâts. Je n'avais jamais vu de bâtiment entier s'écrouler. C'était le chaos total. Bien qu'il se garde de tirer des conclusions hâtives, il penche instantanément pour une théorie. Sampoon pourrait bien être la dernière en date d'une série de catastrophes dues au gaz. En 8 mois, la Corée du Sud a été secouée par 2 spectaculaires explosions provoquées par des fuites de gaz. La plus récente, qui s'est produite dans le métro de Séoul, a fait 100 morts et 140 blessés. Ces images ne sont que trop familières. Je suis quasiment certain qu'une explosion de gaz est à l'origine du drame. Chung demande donc à ses collaborateurs de vérifier les antécédents du magasin en la matière. Le résultat laisse songeur. Sous l'effet de la pression, un tuyau à gaz a lâché dans le bâtiment à peine 3 mois plus tôt. Heureusement, l'alimentation a été coupée à temps et le drame évité de peu. Chung tient peut-être la bonne explication, mais il a besoin d'éléments concrets. Et il sait lequel confirmera son intuition. Un incendie. En effet, l'explosion de gaz a la particularité de provoquer quasi systématiquement des flammes. Or, l'épaisse fumée qui se dégage des pans du bâtiment en feu n'est pas la preuve qu'il recherche. En fait, ça s'est embrasé à cause du carburant des véhicules écrasés au sous-sol.
Rien ne confirmant pour l'instant la thèse du gaz, Chung envisage alors une origine plus sinistre encore, une bombe terroriste. Une explosion endommageant les piliers intérieurs aurait pu avoir un tel effet. Les extrémistes nord-coréens sont les principaux suspects, 2 attentats précédents ayant fait 136 victimes innocentes. Mais un engin explosif en plein cœur de la capitale constituerait un effroyable changement de stratégie. Le professeur Lan Chung mène l'enquête pour déterminer si la tragédie du grand magasin Sampoon est l'œuvre de terroristes. Elle rappelle étrangement un autre événement odieux qui s'est produit de l'autre côté du globe, aux États-Unis. Le 19 avril 1995, à peine 10 semaines plus tôt, une bombe a soufflé le bâtiment fédéral Alfred Murrah à Oklahoma City. 168 personnes ont péri, assassinées. Une bombe aurait-elle provoqué le gigantesque effondrement de Séoul? Vu les ressemblances entre les 2 édifices, l'enquête des Américains peut-elle apporter une réponse? Je commence toujours par imaginer le scénario. Comment le bâtiment a pu se transformer en un tas de gravats au sol. Glenn Bell a été ingénieur de structure pendant 30 ans. Il a enquêté sur de nombreuses catastrophes très médiatisées, notamment l'attentat d'Oklahoma City. Il sait que l'explosion d'une bombe laisse une empreinte spécifique, ce que les spécialistes appellent un champ de débris. À Oklahoma City, les débris ont été projetés latéralement par rapport à la façade. Des fragments de matériaux ont été retrouvés à plusieurs centaines de mètres de l'ouvrage, ce qui était révélateur d'une explosion. Mais en examinant le site de Sampoon, Chung remarque une différence majeure. Les débris n'ont pas été propulsés vers l'extérieur. Toute la structure s'est écroulée sur elle-même. Le type d'effondrement ainsi que l'absence d'indices complémentaires excluent l'hypothèse d'un attentat. Chung n'a pas l'ombre d'un doute. Une explosion n'aurait jamais provoqué l'écroulement de tout le bâtiment sur lui-même. L'accident de gaz étant lui aussi écarté, ne reste plus qu'une seule solution. Une redoutable perspective qui pourrait concerner la quasi-totalité des immeubles de Séoul. Le désastre provient forcément d'un vice de construction. Vu l'étendue des dégâts et l'absence de bombe, il y a forcément eu une erreur dans la conception ou la construction de l'édifice. Chung doit à tout prix résoudre l'énigme au plus vite. Ces derniers mois, un pont s'est écroulé sans crier gare et un grand magasin vient de subir le même sort. Combien de milliers d'ouvrages, voire de millions de vies humaines sont en danger? La frénésie de construire de ce pays en pleine croissance a-t-elle aujourd'hui de funestes conséquences? Procédant par élimination, Chung s'interroge sur les matériaux utilisés pour bâtir Sampoon. C'est en effet la qualité médiocre des matériaux qui est à l'origine des 32 morts de la catastrophe du pont de Seongsu. L'ensemble du magasin ayant été réalisé en béton armé, une anomalie aurait assurément pu provoquer un effondrement total. Pour le savoir, un échantillon de béton est compressé dans un étau hydraulique. Il s'agit là d'un test de vérification courant que Glenn Bell effectue fréquemment. Le béton très résistant peut supporter une pression considérable. Et quand il cède, il a tendance à exploser. En revanche, si le béton s'effrite, c'est qu'il n'a pas été malaxé ou dosé correctement. Mais les résultats attendus impatiemment par Chung le conduisent à une impasse. Les résultats ont confirmé une bonne résistance du béton.
Abandonnant la thèse du béton défectueux, Chung oriente à présent ses recherches vers un défaut de conception de l'ouvrage. Les plans de construction du grand magasin lui livreront forcément les clés du mystère. D'après les plans, Sampoon a été construit avec ce que l'on appelle un plancher champignon. Cette technique est couramment utilisée dans les bâtiments à étages. Le poids de chaque niveau est réparti sur des piliers de béton et pour une meilleure résistance, des barres d'acier sont coulées dans chacun d'eux. La dalle du plancher est également renforcée par de l'acier. En théorie, tout est parfait. Rien dans les plans ne m'amène à penser qu'un défaut de conception serait à l'origine du drame. Même si les plans de l'architecte tiennent parfaitement debout, Chung sait qu'il ne donne pas une image complète de l'ouvrage. Avant d'entamer la construction, un ingénieur doit calculer la dimension des piliers et de la dalle. Puis, ces données sont prises en compte dans la conception finale. Or, les enquêteurs savent que des erreurs surviennent parfois lors de cette dernière étape. Et quand ils comparent les calculs de l'ingénieur au plan de l'architecte, Chung trouve des écarts inquiétants. J'ai remarqué que le diamètre des piliers était plus petit sur les plans, et ça m'a aussitôt mis la puce à l'oreille. L'ingénieur a prévu des piliers de 80 cm de diamètre, or ils n'en font que 60 sur les plans. Reste à savoir comment le bâtiment a réellement été construit. Il ne s'agit peut-être que d'une simple erreur sur le papier. Pour en avoir le cœur net, Chung n'a pas d'autre choix que de retourner sur les lieux du drame afin de mesurer les piliers. Et ses pires craintes se confirment. Les piliers ne font que 60 cm de diamètre. Une réalité troublante qui en cache une autre, plus inquiétante encore. Les 16 barres d'acier renforçant chaque pilier de béton ne sont en réalité que 8. Chung calcule l'incidence que cela a pu avoir sur l'ouvrage et il n'en revient pas. D'après mes calculs, une telle réduction a presque diminué de moitié la résistance structurale de Sampoon. Mais cette conclusion alarmante ne livre pas la clé de l'énigme pour autant. Même avec une résistance quasi divisée par 2, les pratiques des constructeurs garantissent la sûreté de l'ouvrage. La conception intègre toujours un principe de prudence. On prévoit une marge de sécurité visant à protéger la structure et surtout les personnes. Sampoon avait été prévu pour être 2,5 fois plus résistant que nécessaire. Bien que le problème des piliers ait réduit cela de moitié, la marge de sécurité demeurait confortable. La réponse se trouve forcément ailleurs. Chung et son équipe retournent sur le site à la recherche de nouveaux indices. Et ils constatent alors une troisième anomalie troublante. Les barres d'acier censées renforcer le plancher en béton ne se trouvent pas au bon endroit. Elles ne sont pas à 5 cm de la dalle comme prévu, mais à 10. Un détail infime qui revêt néanmoins une importance capitale. Ce déplacement de 5 cm n'a l'air de rien aux yeux du néophyte. Et pourtant, c'est essentiel, car ça revient à réduire l'épaisseur de la dalle. Cet écart fragilise de 20% la dalle à un endroit stratégique, le point de liaison entre le plancher et le pilier, là où les contraintes sont transmises au sol. Même si cela ne suffit toujours pas à provoquer un effondrement, les anomalies qui s'accumulent révèlent un mépris complet de la réglementation du bâtiment. Les soupçons de Chung se portent dès lors sur les administrateurs de Sampoon, lesquels ont tous survécu à la catastrophe.
En vertu du droit sud-coréen, le bureau du procureur fait arrêter le propriétaire, l'architecte en chef, le PDG et le responsable technique sur présomption de négligence professionnelle. Ils sont exhibés à la télévision, puis interrogés par Chung. C'est capital pour moi de parler aux témoins afin de comprendre l'histoire du bâtiment. Chung apprend qu'à l'origine, l'ouvrage avait été conçu pour seulement 4 niveaux en élévation. Or, durant les travaux, les administrateurs ont décidé qu'ils voulaient davantage d'espace et ont exigé un 5e niveau. Affirmant que la structure ne résisterait pas à un étage supplémentaire, le constructeur a refusé et s'est vu remercié. Les administrateurs ont alors achevé leur chantier en interne. Un exemple qui illustre parfaitement à quel point les intérêts commerciaux prévalent sur toute autre considération dans la capitale en plein essor. Puis Chung convoque le responsable technique, M. Lee, dont les révélations seront encore plus accablantes. Ainsi, le très controversé 5e étage était prévu pour abriter une piste de roller. Mais par la suite, les administrateurs ont à nouveau changé d'avis et décidé d'ouvrir 8 restaurants. Ce détail apparemment anodin est primordial. En Corée, les gens mangent généralement assis par terre. C'est pourquoi les restaurateurs installent un plancher chauffant. Plus épais que le plancher ordinaire, celui-ci est également plus lourd. Dès que j'ai su que la piste de roller avait été remplacée par des restaurants, j'ai compris d'où venait le problème. Chung en conclut que la pose du plancher chauffant a sollicité encore davantage les précieux éléments porteurs du 5e étage. Lee confirme ses suppositions. Il a vu les fissures de ses propres yeux et les a fait photographier. Monsieur Lee m'a parlé d'un incident qui s'était produit le matin de l'effondrement. Un pilier d'un des restaurants présentait à la base une fissure dans laquelle on pouvait passer la main. Les plans permettent à Chung de l'identifier. Il s'agit du 5E dans le restaurant Chunwon. Son œil de professionnel voit nettement que seul le ferraillage maintient encore la dalle au pilier. La piste est prometteuse, mais elle ne suffit toujours pas à expliquer un désastre aussi meurtrier. Il y a un paramètre dont Chung ne peut faire abstraction. L'ouvrage a tenu durant 6 longues années. Des centaines de milliers de visiteurs ont déambulé, fait leurs emplettes et pris leur repas dans les 31 000 mètres carrés du grand magasin. Un événement s'est donc forcément produit à un moment donné, un événement qui a précipité la catastrophe. Il existe toujours un point critique au-delà duquel un bâtiment s'effondre. Chung demande à ses collaborateurs de passer au crible les archives de Sampoon. C'est un travail de fourmi, mais la moindre anomalie a son importance. Il faut parfois longtemps avant d'atteindre le point critique. Quelquefois, une goutte d'eau suffit. Une seule goutte d'eau, et la destruction est irréversible. Et Chung finit enfin par toucher au but. 2 ans avant la tragédie, 3 grosses unités de climatisation situées sur le toit ont été déplacées, les voisins les trouvant trop bruyantes. Voilà peut-être enfin le maillon manquant. Chung réinterroge alors M. Lee. Le responsable technique m'a confirmé le déplacement des climatiseurs, photo à l'appui. Mais les clichés ont beau révéler une fois encore des fissures, c'est la façon dont les unités ont été déplacées qui interpelle Chung. Il m'a expliqué qu'elles avaient été traînées sur toute la surface du toit, ce qui est très gênant. Ce tout dernier détail est primordial, car il permet de comprendre exactement comment l'ouvrage s'est effondré. Les travaux d'investigation du professeur Chung remettront ainsi en cause la sûreté de la quasi-totalité des tours du pays.
Au terme de son enquête, Lan Chung est sur le point d'élucider la catastrophe du grand magasin Sampoon. Il a découvert que 2 ans avant l'effondrement, 3 grosses unités de climatisation avaient changé de place. Or, au lieu d'être soulevées, elles ont été mises sur roulettes et traînées à travers le toit. Une grossière erreur qui a rendu toute la toiture instable. En outre, leur poids, 15 tonnes chacune, a sollicité de manière excessive les piliers de soutènement. Le 5E semble avoir été particulièrement touché. Mais Chung ignore encore ce qui a déclenché l'effondrement le 29 juin. Le déclencheur est l'explication ultime. Il est décisif car il révèle pourquoi ça a eu lieu à l'instant T. Un point demeure obscur. Les survivants ont fait état de vibrations dans le grand magasin le jour fatal. Chung pense détenir enfin la réponse. Pendant 2 ans, lorsque la climatisation était en marche, elle a produit des vibrations dans la toiture instable. Celles-ci se sont répercutées au 5e étage, aggravant progressivement la fissure à la base du pilier 5E jusqu'au point de rupture. L'ouvrage était extrêmement fragilisé, si bien que la mise en route de la climatisation ce matin du 29 juin a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, ou plutôt qui a provoqué l'effondrement. La dalle fissurée du restaurant ne tient plus en place et elle commence à lâcher. C'est de là que c'est parti. La fissure s'est élargie pour provoquer un effondrement progressif. En retraçant le fil des événements de cette tragédie et en analysant les éléments accumulés durant cette vaste enquête, nous allons maintenant pouvoir vous révéler comment le grand magasin Sampoon s'est effondré. « 1993, 2 ans avant l'effondrement. Les 3 unités de climatisation changent de place. Mises sur roulettes, elles sont traînées à travers la toiture. La dalle du toit se fendille et les piliers de soutènement sont soumis à une forte pression. Le 5E est particulièrement touché. Des fissures apparaissent au point de liaison avec le plancher du 5e étage. 29 juin 95, H-9. Monsieur Lee, responsable technique, est appelé au restaurant Chunwon pour examiner une lézarde au niveau du sol. À l'insu de Monsieur Lee, les vibrations des unités de climatisation se propagent à travers le toit fissuré et le pilier 5E pour atteindre le point de jonction entre celui-ci et la dalle du 5e. La fissure du restaurant Chunwon s'élargit. H-6. Le premier d'une série de bruits tonitruants retentit au 5e étage. Les vibrations des unités de climatisation ne font qu'agrandir encore davantage la fissure. Prévenu que tout le magasin vibre, Monsieur Lee coupe la climatisation. Mais c'est trop tard. La lézarde du Chunwon fait à présent 10 cm de large. H-52 minutes. Le Sampoon est noir de monde. H-20 secondes. Un bruit assourdissant crée une onde de choc dans tout le bâtiment. Les clients paniqués s'enfuient vers les sorties. Au 5e étage, la dalle autour du pilier 5E ne tient plus et finit par céder. En moins de 20 secondes, le bâtiment s'écroule comme un château de cartes, piégeant plus de 1500 personnes sous les décombres. Une réalité qui ne laisse pas le professeur Chung indifférent. Tandis que je menais mon enquête dans les odeurs de cadavres en putréfaction, j'ai pris conscience du poids de nos erreurs. En tant qu'ingénieur, je ne peux m'empêcher d'avoir honte. Au milieu de la désolation, un ultime miracle se produit pourtant.
16 jours après le drame, le site est presque entièrement dégagé. 323 corps ont été retrouvés, mais aussi incroyable que cela puisse paraître, une personne est encore vivante sous les débris. La jeune vendeuse du rayon vêtements pour enfants, Park Seung-yoon. J'ai entendu un gros engin au-dessus de moi et je me suis dit, ça y est, je vais mourir. Je me suis mise à donner des coups de toutes mes forces. L'engin s'est arrêté et j'ai entendu une voix crier « Il y a quelqu'un ?» Park est restée prisonnière dans le noir complet durant 377 heures. Hormis quelques égratignures, elle est miraculeusement indemne. Là, je me suis dit, je suis sauvée. Je vais vivre. Les chaînes de télé diffusent immédiatement la nouvelle. La nation tout entière est médusée, mais une personne avait gardé espoir. Seo. C'était hallucinant, totalement hallucinant. Alors que tout le monde autour de moi disait qu'elle était morte, j'ai été la seule à croire le contraire jusqu'au bout. J'ai pleuré comme une fontaine. Park est immédiatement emmenée à l'hôpital. Ses yeux sont protégés de la lumière dont elle a été privée si longtemps. Seo, sa meilleure amie, veillera sur elle pendant toute son hospitalisation. Même si j'ai souffert, j'ai énormément de chance d'avoir survécu. Après plusieurs semaines de convalescence, Park peut enfin rentrer chez elle. Ça m'ennuie vraiment que Seo ait eu autant de chagrin. Je l'adore. L'enquête du professeur Chang conclut à l'ignorance, la négligence et la cupidité. Le 27 décembre 1995, après des mois de manifestations populaires, John Lee, le propriétaire de Sampoon, qui a été reconnu coupable de fautes inexcusables, est condamné à 10 ans et demi de prison. Son fils, le PDG, purgera une peine de 7 ans pour corruption et homicide involontaire. L'effondrement de Sampoon est totalement inadmissible. Il est regrettable qu'autant d'erreurs aient été commises pour un même bâtiment. Si une seule des personnes concernées ne s'était pas trompée, cette tragédie aurait été évitée. Le verdict final a eu un énorme impact qui se fait sentir aujourd'hui encore. Des enquêtes ultérieures ont démantelé un vaste réseau de corruption et de fraude au sein du magasin. 21 personnes ont été reconnues coupables, parmi lesquelles 12 fonctionnaires municipaux. Au lendemain du drame, l'État a effectué une nouvelle série d'inspections rigoureuses des bâtiments sur l'ensemble du territoire. Les résultats étaient accablants. Une tour sur 7 nécessitait d'être reconstruite et 4 sur 5 d'entreprendre d'importants travaux. En tout, 98% des immeubles sud-coréens n'étaient pas conformes et 1 sur 50 seulement étaient jugés fiables. La morale de cette affaire, c'est que ceux qui construisent un bâtiment devraient toujours avoir leur famille ou leurs proches en tête. Si ça avait été le cas, cette tragédie n'aurait jamais eu lieu.